Après que ma femme Regina soit morte, je n'ai pas dit à mon fils Victor ni à sa femme Cecilia qu'elle m'avait laissé une hacienda, 3 voitures et un compte bancaire uniquement à mon nom. Heureusement, je ne leur ai rien dit, parce qu'une semaine plus tard, j'ai eu une grande surprise qui a changé ma vie pour toujours. Si j'avais été le naïf que j'étais avant et que je leur avais parlé de cet héritage, aujourd'hui je vivrais comme un mendiant dans la rue. Mais grâce au fait que Regina, dans ces derniers jours, m'a pris la main fort et m'a chuchoté, « Antonio, ne dis à personne ce que je vais te laisser, pas même à notre fils. » Aujourd'hui je peux te raconter cette histoire que beaucoup d'hommes âgés ont besoin d'entendre. Tout a commencé 3 mois après les funérailles. J'étais dans la cuisine de ma maison, cette maison que Regina et moi avons construite avec tant d'amour pendant 40 ans de mariage. L'odeur du café fraîchement préparé remplissait l'air pendant que je plaçais les assiettes sur la table pour accueillir Victor et Cecilia. Mes mains tremblaient d'émotion car cela faisait 2 semaines que je ne les avais pas vus. J'avais passé toute la matinée à préparer le ragoût de lentilles que Regina faisait quand Victor était petit. Je voulais qu'il ressente la chaleur de la maison. Je voulais qu'il se rappelle les dimanches heureux quand nous étions une famille unie. La table était parfaite, nappe propre, les meilleures assiettes, les verres en cristal que nous n'utilisions que pour les grandes occasions. Chaque détail pensé avec amour de père, parce qu'après avoir perdu Regina, Victor était tout ce qui me restait dans ce monde. C'était mon seul fils, ma seule famille, ma seule raison de continuer à vivre après tant de douleurs. J'avais fait briller jusqu'au dernier recoin de la maison. Les sols brillaient, les fenêtres laissaient passer la lumière dorée de l'après-midi et j'avais même acheté des fleurs fraîches pour le centre de table. Tout ça parce que je voulais qu'ils se sentent bienvenus, qu'ils sachent que cette maison serait toujours leur maison. J'avais aussi dépensé presque tout l'argent de ma retraite dans ce repas spécial, mais ça ne me dérangeait pas. Chaque peso en valait la peine si cela signifiait avoir ma famille près de moi. Regina disait toujours que la famille était la chose la plus importante. Pendant 40 ans de mariage, c'est elle qui avait tenu notre petite famille unie. C'était elle qui appelait Victor quand il ne venait pas nous voir, qui se souvenait des anniversaires, qui préparait les dîners de Noël. Moi, je travaillais tellement à l'usine que parfois je rentrais quand il dormait déjà, mais Regina était toujours là. Étant le cœur de notre foyer. J'ai travaillé 35 ans dans cette usine textile, me levant à 5 heures du matin. Je rentrais à la maison avec les mains tachées et le dos douloureux. Tout ça pour eux. Tout pour que Victor puisse étudier, pour qu'il ait une vie meilleure que la mienne. Regina gérait chaque centime que je gagnais, étirant l'argent pour qu'il ne manque jamais rien à la maison. Maintenant qu'elle n'était plus là, je me sentais perdu. Je ne savais pas comment être père sans elle comme intermédiaire. Je ne savais pas comment approcher mon fils sans que Regina traduise mes sentiments maladroits. C'est pour ça que j'avais mis autant d'efforts dans ce repas. Je voulais lui montrer que je pouvais m'occuper de lui, que je pouvais être le père dont il avait besoin maintenant, qu'il ne restait que nous deux. Les premiers mois après les funérailles ont été les plus durs de ma vie. Je me levais chaque matin en espérant entendre la voix de Regina m'appelant pour le petit déjeuner, mais je ne trouvais que le silence. La maison semblait énorme et vide. Chaque recoin gardait ses souvenirs, la cuisine où elle préparait mes plats préférés, le jardin où elle cultivait ses roses, le fauteuil où elle tricotait en regardant ses feuilletons. Il y avait des jours où je n'avais même pas la force de sortir du lit. Mais ensuite je pensais à Victor et je trouvais la motivation pour continuer. Lui aussi avait perdu sa mère. Lui aussi souffrait. Nous devions nous soutenir dans ces moments difficiles. En attendant leur arrivée, je me suis assis dans le salon et j'ai regardé les photos accrochées au mur. Nous étions tous les 3 dessus. Regina rayonnante dans sa robe de mariée, Victor enfant courant dans le jardin, les Noëls, les anniversaires, les moments heureux qui semblaient maintenant venir d'une autre vie. Sur une photo particulièrement belle, Victor avait 5 ans et était assis sur mes épaules pendant que Regina prenait la photo au parc. Il souriait avec ce rire pur des enfants et moi je le tenais avec fierté. Quand est-ce que tout a changé? Quand est-il devenu si distant? Quand ai-je cessé d'être son héros? Je me suis souvenu que quand il était petit, il courait vers moi en criant « Papa est là » à chaque fois que je rentrais du travail. Il me serrait les jambes si fort qu'il me faisait presque tomber. Maintenant, à 35 ans, il me saluait à peine quand on se voyait. Le temps avait créé une distance que je ne savais pas comment combler. Le bruit de la sonnette m'a sorti de mes souvenirs. Mon cœur s'est mis à battre de joie. Ils arrivaient enfin. Je me suis levé rapidement, j'ai arrangé ma chemise et je suis allé ouvrir la porte avec un sourire. Quand j'ai ouvert, là se tenaient Victor et Cecilia, mais quelque chose dans leur visage m'a donné un frisson étrange dans le ventre.
Victor portait un costume élégant que je ne connaissais pas et Cécilia portait une robe chère avec des bijoux qui brillaient au soleil. Ils avaient l'air prospères, réussis, mais leurs expressions étaient froides comme de la glace. « Bonjour, papa » dit Victor d'un ton sec, sans m'embrasser. Cécilia ne m'a même pas regardé dans les yeux. Ils sont juste passés à côté de moi comme si j'étais invisible. C'était la première fois qu'ils venaient me voir depuis les funérailles et c'est ainsi qu'ils m'accueillaient. « Mes enfants, quelle joie de vous voir » dis-je en essayant de paraître joyeux. Même si ma voix tremblait un peu. « J'ai préparé le plat que tu aimes le plus, Victor. Ce ragoût de lentilles que ta mère faisait spécialement pour toi. Je me souviens que tu disais toujours que c'était ton préféré quand tu étais enfant. » « Oui, papa, on a vu » m'interrompit Cécilia avec agacement. Regardant autour de la maison comme si elle évaluait quelque chose. « On peut s'asseoir ? On doit te parler de quelque chose d'important. » Quelque chose dans son ton m'a fait trembler à l'intérieur, mais j'ai essayé de garder le sourire. « Bien sûr, mais d'abord, déjeunons. Tout est chaud et préparé avec beaucoup d'amour. J'ai même acheté le pain sucré que tu aimes, Victor, celui de la boulangerie ou ta mère. » Victor a soupiré lourdement, comme si mon invitation était une gêne. « D'accord, papa, mais que ce soit rapide. On n'a pas beaucoup de temps. On a une réunion importante cet après-midi. » Je suis allé à la cuisine, le cœur battant. Peut-être qu'ils étaient juste fatigués. Peut-être que c'était mon imagination. J'ai servi le ragoût dans les plus belles assiettes, j'ai coupé le pain avec soin et j'ai tout apporté à la table avec des mains tremblantes. La vapeur du ragoût montait délicieusement, remplissant la salle à manger de cette odeur de maison que Regina aimait tant. « Ça sent très bon, papa » dit Victor, mais sa voix sonnait mécanique, sans vraie émotion. Il s'est assis à table sans attendre que j'apporte tout. Cécilia s'est assise à côté de lui, mais elle ne cessait de regarder son téléphone. « Cécilia, ma chérie, comment va ton travail » demandai-je en essayant de commencer une conversation aimable pendant que je servais le café. « La dernière fois que nous avons parlé, tu m'as dit qu'on t'avait donné une promotion. » Elle a à peine levé les yeux de son téléphone pendant une seconde. « Oui. »« Tout va bien » répondit-elle sèchement et elle retourna à son écran. Elle n'a même pas goûté le repas que j'avais préparé avec tant d'amour. Victor mangeait en silence, sans faire de commentaires sur le goût, sans se souvenir des fois où il demandait à sa mère de faire exactement ce plat-là. J'essayais de combler le silence gênant avec des questions sur son travail, ses projets, comment il vivait la perte de Regina. « Tu sais, mon fils ? Ta mère disait toujours que ce ragoût était ton plat préféré. Je me souviens que quand tu avais 10 ans. »« Papa, j'ai plus 10 ans » me coupa-t-il sèchement. « Et puis, on n'a pas le temps pour les souvenirs. On doit parler de choses sérieuses. » Ces mots m'ont fait mal comme une gifle. J'ai senti que la bouchée de nourriture restait coincée dans ma gorge. Depuis quand les souvenirs de sa mère étaient devenus de simple nostalgie? Depuis quand parler de Regina était devenu un dérangement? « D'accord, mon fils » murmurai-je en posant ma fourchette dans l'assiette. « De quoi voulez-vous parler » Cécilia a enfin rangé son téléphone et s'est redressée sur sa chaise. Victor et elle ont échangé un regard qui ne m'a pas plu du tout. C'était comme s'ils avaient répété ce moment. « Papa, on a réfléchi » commença Victor avec un ton qui me rappelait quand il était petit et qu'il devait avouer qu'il avait cassé quelque chose. « Cette maison est trop grande pour toi tout seul. C'est trop de responsabilités, trop d'entretien. En plus, ajouta Cécilia, tu n'es plus si jeune. Vivre seul peut être dangereux. Et si tu tombes? Et si tu te sens mal et qu'il n'y a personne pour t'aider? » J'ai senti que le monde s'écroulait autour de moi, mais moi, je vais bien. Je peux m'occuper de moi-même. C'est ma maison, notre maison. Ici, il y a tous les souvenirs de ta mère, Victor. Justement pour ça, dit Victor en évitant mon regard. Vivre entouré de souvenirs, ce n'est pas sain. Tu as besoin d'avancer, de te faire de nouveaux amis, d'avoir des activités. On connaît un endroit parfait, continua Cécilia avec un faux sourire. C'est une résidence pour personnes âgées très jolie. Ils ont des activités, des infirmières disponibles 24h24. Des repas préparés. Tu n'aurais à te soucier de rien. Je suis resté silencieux, en train de digérer ce que je venais d'entendre. Mon propre fils, la seule famille qui me restait, voulait me faire quitter ma maison. Il voulait m'enfermer dans une maison de retraite comme si j'étais un fardeau.
Une maison de retraite? Demandai-je d'une voix tremblante. Vous voulez me mettre dans une maison de retraite? Ce n'est pas une maison de retraite, papa, répondit Victor avec impatience. C'est une résidence de luxe, très chère d'ailleurs, mais nous pouvons t'aider à payer. M'aider à payer? Répétai-je, sentant la colère monter dans ma poitrine. Avec quel argent? Vous savez bien que je n'ai que ma pension. Cecilia se pencha en avant avec ce sourire de vendeuse de rue. Eh bien Antonio, c'est justement ce qu'on a pensé. Mais cette maison vaut beaucoup d'argent. Si tu la vends, tu auras assez pour payer la résidence pendant plusieurs années. Vendre ma maison? Je sentis que ma voix montait malgré moi. Vendre la maison que j'ai construite avec Regina? Vendre les souvenirs de 40 ans de mariage? Papa, ne sois pas dramatique, dit Victor en mâchant sa nourriture comme si on parlait de la météo. Ce ne sont que des briques et du ciment. Les souvenirs sont dans ton cœur, pas dans les murs. Des briques et du ciment? Mon fils venait de réduire toute ma vie à des briques et du ciment. La maison où il est né, où il a fait ses premiers pas. Où Regina et moi avons pris soin de lui quand il était malade. Où nous avons fêté ses anniversaires? Où j'ai pleuré le jour où il est parti vivre seul. De plus, ajouta Cecilia. Nous ne pouvons pas passer notre temps à nous occuper de toi. Nous avons nos travails, nos projets. Ce n'est pas juste que tu doives dépendre de nous. Dépendre d'eux? Mais je ne leur avais jamais rien demandé. Je ne leur avais jamais demandé de s'occuper de moi. Je voulais juste qu'ils viennent me voir de temps en temps. Qu'ils partagent un repas avec moi. Qu'ils me laissent faire partie de leur vie. Mes enfants, dis-je en essayant de rester calme. Je ne vous ai pas demandé de vous occuper de moi. Je veux juste rester dans ma maison, dans mon foyer. Je peux me débrouiller seul. Victor laissa tomber sa fourchette bruyamment dans l'assiette. Te débrouiller tout seul? Papa, regarde-toi. Tu es maigre, négligé. Cette maison est pleine de poussière et de vieilleries. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Ces paroles m'ont transpercé comme des couteaux. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu ma maison avec leurs yeux. Une vieille maison, avec des meubles usés, avec des photos jaunies. Ils ne voyaient pas l'amour présent dans chaque recoin. Ils ne ressentaient pas la présence de Regina dans chaque objet. Négligé? Répétai-je, sentant ma voix trembler d'indignation. Victor, je me lève tous les matins à 6 heures, je me douche, je me rase, je garde cette maison propre. Comment peux-tu dire que je suis négligé? Je ne parle pas que de l'apparence physique, papa, répondit Victor avec un grand soupir. Comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Je parle de ta vie en général. Tu n'as pas d'amis, tu ne sors pas, tu ne fais pas d'exercice. Tu restes là à te lamenter à propos de maman. Me lamenter? Je sentis la colère monter dans ma poitrine comme un feu. Pleurer la femme que j'ai aimée pendant 40 ans, c'est me lamenter? Manquer ta mère, c'est mal? Cecilia intervint avec cette voix condescendante qui m'irritait tellement. Antonio, on comprend que Regina te manque. Mais ça fait déjà 3 mois. Tu dois passer à autre chose et continuer à vivre. La vie continue. 3 mois pour eux. 3 mois suffisaient à oublier 40 ans d'amour. Pour eux. Ma douleur avait une date de péremption, comme un yaourt au frigo. Regina, ce n'est pas quelque chose qu'on surmonte, dis-je fermement. C'était ma femme, ma compagne, la mère de mon fils. C'était toute ma vie. C'est justement ça le problème, répliqua Victor en posant sa serviette sur la table avec agacement. Tu as fait de maman toute ta vie. Maintenant qu'elle n'est plus là, tu ne sais plus quoi faire de toi-même. Ce n'est pas sain, papa. Je le regardais, choqué. Pas sain? Aimer profondément ma femme, ce n'est pas sain? Construire une vie à deux, c'était une erreur? Le fils, dis-je en essayant de contrôler ma voix. Ta mère et moi, on avait quelque chose de magnifique. On était une équipe. On prenait soin l'un de l'autre, on s'aimait. On a construit une famille. Est-ce que c'est mal? Ce n'est pas mal, papa, mais maintenant c'est fini. Répondit Cecilia froidement. Regina est morte. Toi, tu es encore vivant. Tu dois t'adapter à ta nouvelle réalité. Une nouvelle réalité. Comme si ma vie était une série qu'on pouvait changer quand on s'ennuie. Ma nouvelle réalité,
répétai-je lentement. Inclus rester dans ma maison avec mes souvenirs, vivre comme je veux. Je n'ai pas besoin qu'on me dise comment faire mon deuil. Victor se pencha en avant avec l'expression qu'il avait quand il était petit et voulait me convaincre de quelque chose. Papa, sois raisonnable. On ne peut pas être tranquille en sachant que tu vis seul. Et si tu tombes malade? Et si tu as un accident? Et si je tombe malade dans la résidence? Demandai-je. Et si j'ai un accident là-bas? Au moins ici, je serai chez moi, entouré de ce que j'aime. Là-bas, tu aurais une assistance médicale professionnelle. Insista Cécilia. Ici, tu n'as que des souvenirs et de la solitude. Des souvenirs et de la solitude? C'est ainsi qu'il voyait ma vie. Il ne voyait pas l'amour que je ressentais encore pour Regina. Il ne voyait pas la paix que je trouvais dans notre jardin. Il ne voyait pas le confort de dormir dans le lit où nous avions été heureux pendant des décennies. De plus, continua Victor. Nous avons besoin de savoir que tu es bien pris en charge. On ne peut pas venir ici tout le temps pour vérifier comment tu vas. Tout le temps? Ça faisait 2 semaines qu'il n'était pas venu. Avant les funérailles, il passait des mois sans venir. Regina les excusait toujours. Elle disait qu'ils étaient occupés par leur travail, leur vie. Mais moi, je connaissais la vérité. Ils ne tenaient tout simplement pas assez à nous. Personne ne vous a demandé de venir tout le temps. Dis-je, sentant ma patience s'épuiser. En fait, ce serait suffisant que vous veniez de temps en temps, comme aujourd'hui. Exactement, comme aujourd'hui, dit Cécilia avec un sourire sarcastique. On est venu après 2 semaines et on trouve une maison qui sent le renfermer. Un homme qui vit dans le passé et une situation qui nous inquiète beaucoup. Ça sent le renfermer? J'avais nettoyé toute la maison. J'avais cuisiné pendant des heures, j'avais acheté des fleurs fraîches. Comment pouvait-elle dire que ça sentait le renfermer? Cette maison ne sent pas le renfermer, protestai-je. Elle est propre, rangée. J'ai cuisiné pour vous. J'ai tout préparé avec amour. Papa, dit Victor avec ce ton condescendant qui me faisait me sentir comme un enfant grondé. L'amour ne remplace pas les soins professionnels. Dans la résidence, tu aurais des infirmières, des docteurs, des activités organisées. Et qu'est-ce qu'il adviendrait de cette maison si je pars? Demandai-je, sentant que mon monde s'écroulait. Que deviendraient toutes nos affaires, les meubles que Regina avait choisis, ses plantes, ses livres? Victor et Cécilia se regardèrent encore une fois avec cette complicité qui m'excluait totalement. Eh bien, dit Cécilia lentement. Évidemment, tu devrais te débarrasser de la plupart des choses. Dans la résidence, on ne peut garder que le strict nécessaire. Me débarrasser des affaires de Regina? Je sentis ma voix se briser. De ses photos, de ses souvenirs, de tout ce que nous avions construit ensemble? Papa, ce ne sont que des objets, dit Victor avec impatience. Tu ne peux pas vivre accroché à des objets. Maman ne serait pas d'accord pour que tu deviennes un accumuleur de vieilleries. Vieilleries? Accumulateur? Mon fils parlait des trésors de ma vie comme si c'était des déchets à jeter. Ta mère aimait chaque chose dans cette maison, dis-je fermement. Chaque meuble a une histoire. Chaque photo garde un moment spécial. Ce ne sont pas des vieilles choses, c'est notre histoire. C'est bon, papa, soupira Victor. Mais cette histoire est terminée. Maintenant, tu dois penser à l'avenir. L'avenir? Il voyait mon avenir dans un asile, entouré d'étrangers, sans mes souvenirs, sans mon foyer. Moi, je voyais mon avenir ici, dans la maison que j'avais construite avec Regina. À m'occuper de son jardin, à garder vivant nos souvenirs. Et si je ne veux pas aller dans cette résidence? Demandai-je directement. Encore un échange de regards entre eux. Cécilia se racla la gorge, mal à l'aise. Eh bien Antonio, on espérait que tu serais raisonnable. Mais si tu ne veux pas coopérer, on devra envisager d'autres options. Et quelles autres options? Je sentis un froid dans le ventre. Il existe des recours juridiques, dit Victor en évitant mon regard. On pourrait prouver que tu n'es plus en condition de t'occuper de toi-même, que tu as besoin de surveillance. Le recours juridique? Mon propre fils était en train de me menacer de me retirer ma liberté. Mais tu es en train de me menacer, Victor? Demandai-je, choqué. Ce n'est pas une menace, papa. C'est la réalité.
Si tu n'es pas capable de prendre des décisions raisonnables pour ton bien, quelqu'un d'autre devra les prendre à ta place. J'ai senti que le monde vacillait sous mes pieds. Le fils que j'avais élevé avec tant d'amour, à qui j'avais tout donné, me traitait comme si j'étais fou, comme si j'étais incapable. Je prends mes propres décisions, dis-je avec toute la dignité que je pouvais rassembler. Je suis un homme adulte, en pleine possession de mes facultés mentales. Ah oui, demanda Cécilia avec sarcasme. Et c'est une décision raisonnable de rester seul dans cette grande maison, sans personne pour s'occuper de toi, vivant comme un ermite? C'est ma décision, répondis-je fermement. C'est ma maison, ma vie, mon deuil. Victor se leva brusquement de table, repoussant la chaise. Très bien, papa. Je vois que tu ne vas pas être raisonnable aujourd'hui, mais ça ne va pas rester comme ça. On va te laisser du temps pour y réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir, dis-je en me levant aussi. Je n'irai dans aucun asile. Je ne vendrai pas ma maison. Je ne vais pas me débarrasser des affaires de Regina. Cécilia se leva aussi, prenant son sac avec des gestes brusques. Antonio, tu es très égoïste, tu ne penses qu'à toi. Tu te fiches de la tranquillité de ton fils. Égoïste. J'étais égoïste parce que je voulais rester dans ma propre maison. Et vous, vous vous fichez de ma tranquillité, répliquai-je. Vous vous fichez de savoir si je suis heureux ici. Tu n'es pas heureux ici, dit Victor catégoriquement. Tu es déprimé, isolé, vivant dans le passé. Ce n'est pas ça, le bonheur. Et toi, comment sais-tu ce qu'est le bonheur pour moi? Je sentis ma voix monter dangereusement. Quand est-ce la dernière fois que tu m'as demandé comment je me sentais vraiment? Victor marcha vers la porte sans répondre. Cécilia le suivit, mais avant de sortir, elle se retourna vers moi. Antonio, tu as une semaine pour y penser. Après, nous devrons prendre des mesures. Une semaine. Il me donnait un ultimatum? Des mesures? Demandai-je. Mais ils étaient déjà en train de sortir. Victor s'arrêta sur le pas de la porte sans se retourner. Papa, ça va arriver, que tu le veuilles ou non. Tu peux le faire gentiment ou de force. Et ils sont partis. Me laissant seul dans ma salle à manger, avec la table dressée pour 3, avec le repas que j'avais préparé avec tant d'amour à peine goûté. Avec mon monde complètement détruit. Je suis resté debout dans la salle à manger, regardant les assiettes abandonnées, la nourriture qui refroidissait, les verres en cristal qui brillaient inutilement sous la lumière. Le silence de la maison m'a frappé comme une vague géante. C'était un silence différent de celui auquel je m'étais habitué après la mort de Regina. Ce silence était rempli de trahison, d'abandon, d'une solitude qui me rongeait l'âme. Je marchais lentement vers la fenêtre et je vis la voiture de Victor s'éloigner dans la rue. Il ne s'était même pas retourné, pas un dernier regard vers la maison où leur fils avait grandi, où nous avions été une famille heureuse. Pour eux, j'étais déjà du passé, un problème à résoudre, un obstacle à éliminer. Je me suis assis dans le fauteuil où Regina tricotait et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. Mon propre fils, mon sang, voulait m'enfermer dans un asile. Il voulait vendre ma maison, se débarrasser de mes souvenirs, effacer toute trace de la vie que Regina et moi avions construite ensemble. Les mots de Cécilia résonnaient dans ma tête comme des coups de marteau. Tu ne penses qu'à toi. Tu te fiches de la tranquillité de ton fils. Tranquillité. Quel genre de tranquillité Victor aurait-il en sachant que son père était enfermé parmi des étrangers, loin de chez lui, en train de mourir lentement de tristesse? Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser la table. Mes mains tremblaient pendant que j'apportais tout à la cuisine. Le ragoût de lentilles que j'avais préparé avec tant d'amour était devenu une masse froide et sans goût. J'ai tout jeté à la poubelle. C'était impossible de manger après ce qu'il venait de se passer. Pendant que je lavais les assiettes, les larmes commencèrent à couler sans contrôle. J'ai pleuré pour Regina, qui était partie en me laissant seul dans ce monde cruel. J'ai pleuré pour Victor, le fils que j'avais perdu sans m'en rendre compte. J'ai pleuré pour moi, pour cet homme de 68 ans qui n'avait plus de famille, plus personne. Quand est-ce que Victor avait commencé à changer? J'ai essayé de m'en souvenir. Peut-être que c'était quand il s'est marié avec Cécilia, une femme froide et calculatrice qui n'avait jamais montré d'affection sincère pour Regina ou pour moi. Ou peut-être que c'était avant, quand il a eu ce poste dans une grande entreprise et a commencé à gagner plus d'argent que ce que Regina et moi avions vu de toute notre vie. Je me suis souvenu du dernier Noël que nous avions passé tous ensemble.
Regina avait préparé le repas traditionnel, décoré toute la maison, acheté des cadeaux pour Victor et Cecilia avec l'argent que nous avions économisé pendant des mois. Mais ils sont arrivés en retard, sont repartis tôt, et ont à peine goûté au repas. Cecilia a passé toute la soirée sur son téléphone, et Victor avait l'air ennuyé, comme si être avec nous était une corvée. Regina a pleuré ce soir-là après leur départ. Antonio, m'a-t-elle dit, j'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre fils. Je l'ai consolé. Je lui ai dit que c'était normal que les enfants s'éloignent quand ils fondent leur propre famille. Mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Victor n'était plus ce petit garçon qui courait me serrer dans les bras quand je rentrais du travail. Il était devenu un étranger qui supportait notre présence par obligation. J'ai fini de laver les assiettes et je suis allé dans la chambre que j'avais partagée avec Regina pendant tant d'années. Je me suis assis au bord du lit et j'ai pris la photo qui était sur la table de nuit. C'était notre photo de mariage. Regina était resplendissante dans sa robe blanche, et moi, avec mon costume emprunté et mon sourire nerveux, je la regardais comme si elle était la plus belle femme du monde. Et elle l'était. Regina, chuchotai-je à la photo. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment notre fils a-t-il pu devenir comme ça? Où est-ce que je me suis trompé? Mais Regina ne pouvait pas me répondre. Il ne restait que le silence et le poids insupportable de ma solitude. Je me suis levé et je suis allé jusqu'à l'armoire. Tout au fond, derrière les vêtements de Regina que je n'avais toujours pas eu le courage de donner, se trouvait la boîte en métal où nous gardions nos documents importants. Je l'ai sortie avec précaution et je l'ai posée sur le lit. À l'intérieur, il y avait nos certificats de mariage, le titre de propriété de la maison, mes papiers de l'usine. Et tout au fond, une enveloppe jaunie que Regina m'avait donnée peu avant de mourir. « Ouvre-la quand tu auras besoin de moi », m'avait-elle dit avec un sourire faible. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents juridiques que je ne comprenais pas bien, mais une lettre, écrite de la main tremblante de Regina, attira mon attention. J'ai commencé à lire. « Mon cher Antonio, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus avec toi. Et qu'il se passe quelque chose de difficile dans ta vie. J'ai toujours su que ce jour arriverait et j'ai voulu te protéger du mieux possible. » Mon cœur battait plus vite en lisant. Regina avait hérité d'une hacienda de sa tante célibataire des années auparavant, mais ne me l'avait jamais dit. Elle avait aussi secrètement investi une partie de mon salaire pendant des décennies, créant un compte bancaire dont je ne savais rien. Et les 3 voitures mentionnées dans la lettre étaient des véhicules anciens que son père avait restaurés et qu'elle avait gardés dans un garage que je croyais abandonné. Tout est à ton nom, mon amour. Tout est à toi. Mais, s'il te plaît, ne dis rien à Victor tant que tu n'es pas certain de pouvoir lui faire confiance. J'ai vu comment il a changé, comment il nous regarde maintenant que nous avons moins à offrir. Je veux que tu utilises ça pour vivre avec dignité, pour que personne ne puisse t'obliger à faire quelque chose que tu ne veux pas. Mes mains tremblaient pendant que je lisais les chiffres dans les documents bancaires. C'était une somme que je n'aurais jamais imaginé posséder. Regina, ma douce Regina, avait protégé notre avenir en silence pendant des années. À la fin de la lettre, il y avait une phrase qui m'a brisé le cœur. « Si un jour notre fils te trahit, souviens-toi que moi je ne te trahirai jamais. C'est mon dernier cadeau d'amour pour toi. » Je me suis laissé tomber sur le lit, serrant la lettre contre ma poitrine. Regina l'avait su. Elle avait pressenti que Victor pourrait me trahir, m'abandonner quand j'aurais le plus besoin de lui. Et elle avait préparé ce salut pour moi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Je n'étais pas aussi sans défense que je le croyais. Je n'étais pas ce vieux pauvre et vulnérable que Victor et Cecilia pensaient pouvoir manipuler et contrôler. J'avais des ressources, j'avais des options, j'avais du pouvoir. Mais surtout, j'avais la certitude que Regina m'avait tellement aimé qu'elle avait pensé à me protéger même après sa mort. J'ai rangé soigneusement tous les documents et j'ai remis la boîte à sa place. Victor et Cecilia m'avaient donné une semaine pour réfléchir. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de me donner exactement le temps dont j'avais besoin pour changer les règles du jeu. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je n'avais dormi depuis des mois. Pour la première fois depuis les funérailles de Regina, je ne me sentais pas complètement seul. Elle continuait à veiller sur moi, elle m'aimait toujours, elle continuait à me protéger. Le lendemain, je me suis réveillé avec une sensation étrange. Pour la première fois en 3 mois, j'avais envie de vivre. Le lendemain, je me suis réveillé avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Le soleil entrait par les fenêtres de la chambre,
illuminant la photo de Regina sur la table de nuit. Pour la première fois depuis sa mort, je n'ai pas ressenti ce poids écrasant dans la poitrine en ouvrant les yeux. J'avais une mission, un but, quelque chose pour lequel me battre. Je me suis douché, je me suis rasé avec soin et j'ai mis ma plus belle chemise. J'ai pris mon petit déjeuner tranquillement tout en planifiant ma journée. La première chose que je devais faire, c'était d'aller à la banque pour vérifier le compte que Regina avait ouvert en secret. Ensuite, je devais contacter l'avocat qui avait préparé tous les documents. Le trajet jusqu'à la banque m'a rappelé les fois où Regina et moi allions ensemble faire nos dépôts mensuels. On emmenait toujours l'argent compté jusqu'au dernier centime, toujours inquiet que ça suffise pour tous les frais du mois. Jamais je n'aurais imaginé qu'en même temps, elle construisait un avenir pour moi. À la banque, l'employé qui m'a reçu a consulté les documents avec surprise. Monsieur Antonio, m'a-t-elle dit, ce compte a un solde très important. Vous êtes sûr de n'avoir jamais su qu'il existait? Ma femme gérait tout en secret, expliquai-je en ressentant un mélange de tristesse et de fierté. C'était une femme très sage. Les chiffres à l'écran m'ont coupé le souffle. Regina avait réussi à économiser et investir une somme plus grande que tout ce que j'avais gagné durant les 10 dernières années de travail. Chaque peso qu'elle avait mis de côté en silence était une preuve d'amour, une preuve qu'elle pensait à notre avenir pendant que moi je ne pensais qu'au présent. « Souhaitez-vous faire une opération aujourd'hui » demanda l'employé. « Oui » répondis-je fermement. « Je veux tout transférer sur un nouveau compte, uniquement à mon nom, dans une autre banque. » Je ne voulais courir aucun risque. Si Victor et Cécilia décidaient d'enquêter sur mes finances, ils ne trouveraient rien à la banque où nous avions une autre compte familial pendant des décennies. Après la banque, je suis allé voir l'avocat dont le nom apparaissait dans les documents de Regina. Don Luis était un homme âgé, aux cheveux gris et au regard bienveillant, qui était ami de la famille de Regina depuis des années. « Antonio » me dit-il en me voyant entrer dans son bureau. « Regina m'avait demandé d'attendre ta visite. Elle m'a beaucoup parlé de toi, toujours avec beaucoup d'affection. »« Don Luis, j'ai besoin de comprendre tout ça » lui dis-je en lui montrant les documents. Regina m'a laissé des choses que je ne savais même pas qu'elles existaient. L'avocat a souri avec tendresse. Regina était une femme extraordinaire. Elle est venue me voir il y a 2 ans, quand on lui a diagnostiqué la maladie. Elle m'a dit qu'elle voulait te protéger, qu'elle avait un pressentiment pour l'avenir. Il m'expliqua que l'hacienda était située à 3 heures de la ville, dans un petit village entouré de montagnes. C'était une propriété de 50 hectares avec une maison coloniale, des écuries et des terres fertiles actuellement louées à des agriculteurs locaux. Les revenus mensuels de la location suffisaient pour vivre confortablement. Les 3 voitures sont dans un garage climatisé, continua Don Luis. Ce sont des véhicules classiques restaurés par le père de Regina. Ils ont une grande valeur sur le marché des collectionneurs. Et tout est vraiment à mon nom? Demandai-je, sans pouvoir croire complètement à cette nouvelle réalité. Tout, Antonio. Regina a fait en sorte qu'il soit impossible pour quelqu'un d'autre de réclamer ses biens. Même si ton fils lançait une procédure légale, il n'aurait aucune base pour revendiquer quoi que ce soit. Je suis sorti du bureau de l'avocat avec l'impression de marcher sur un nuage. Regina ne m'avait pas seulement laissé une sécurité financière, mais aussi des options. Je pouvais rester dans ma maison actuelle et vivre avec les revenus de l'hacienda, ou bien déménager là-bas et commencer une nouvelle vie, loin de Victor et de ses menaces. De retour à la maison, j'ai décidé de cuisiner quelque chose de spécial pour le dîner. J'avais retrouvé l'appétit pour la première fois depuis des mois. Pendant que je préparais un ragoût simple, je pensais à la façon dont Regina avait tout planifié en secret. Combien de nuits elle avait dû rester éveillée à faire des calculs, à économiser, à investir pour notre avenir. Combien de fois elle avait voulu me le dire, mais avait choisi de me protéger avec ce secret. Le téléphone sonna, interrompant mes pensées. C'était Victor. « Papa, dit-il d'une voix tendue, tu as réfléchi à ce dont on a parlé hier? » Oui, mon fils, répondis-je avec un calme qui m'a moi-même surpris. J'y ai beaucoup réfléchi. Parfait. Alors je suppose que tu comprends que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Oh oui, dis-je en sentant un sourire naître sur mon visage. Je comprends parfaitement beaucoup de choses que je ne comprenais pas avant. Il y eut un silence. Bien, Cécilia et moi viendrons demain pour parler des détails. Nous avons visité quelques résidences, et nous en avons trouvé une qui va te plaire. Victor, dis-je doucement. Demain ne sera pas un bon jour pour moi. J'ai des choses à faire.
Quelle chose peux-tu avoir à faire, toi, demanda-t-il avec ce ton condescendant qui m'agaçait tant. Des choses importantes, répondis-je. Des choses d'adultes responsables. Autre silence. Papa, ne complique pas les choses. Nous avons déjà pris la décision. Et qui a pris la décision? Demandai-je, en sentant que ma voix devenait plus ferme. Parce que je me rappelle que dans une démocratie, les décisions concernant la vie d'une personne sont prises par cette personne. Papa, ne recommence pas avec tes drames. Ce n'est pas un drame, Victor. C'est la réalité. Ma réalité, ma vie, ma décision. Je raccrochai le téléphone avant qu'il ne puisse répondre. C'était la première fois depuis des années que je raccrochais au nez de mon fils, et c'était libérateur. Ce soir-là, en dînant dans ma salle à manger, je regardais les photos de Regina accrochées au mur. Merci, mon amour, lui chuchotai-je. Merci de connaître notre fils mieux que moi-même. Le lendemain, je décidai de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois, sortir marcher dans le quartier. J'avais besoin d'air frais. J'avais besoin de sentir que le monde était plus grand que mes 4 murs, plus grand que les plans de Victor et Cécilia. J'ai marché jusqu'au parc où Regina et moi allions le dimanche. Je me suis assis sur notre banc préféré, celui d'où on voyait toute la ville s'étendre vers les montagnes. C'était une belle journée, avec un ciel clair et une brise douce qui faisait bouger les feuilles des arbres. Un couple de vieux passait en se tenant la main, riant de quelque chose que seuls comprenaient. Ils m'ont rappelé Regina et moi, dans nos bons jours. J'ai pensé à ce qui aurait pu être si elle était encore en vie, si nous avions pu vieillir ensemble. Si nous avions pu profiter des fruits de tant de travail et d'amour. Mais Regina n'était plus là, et je devais décider quoi faire du temps qu'il me restait. Allais-je laisser Victor et Cécilia décider pour moi? Allais-je les laisser m'enfermer dans une résidence pour qu'ils puissent m'oublier l'esprit tranquille? En regardant les montagnes au loin, j'ai pris une décision. Je n'allais pas seulement garder ma liberté. J'allais vivre la vie que Regina avait rendue possible pour moi. J'allais honorer sa mémoire en vivant avec dignité, avec un but, avec joie. Le téléphone sonna à nouveau cet après-midi-là. C'était Cécilia, cette fois. Antonio, dit-elle avec une voix douce et fausse, Victor m'a dit qu'hier tu as été un peu difficile. Nous espérons que tu as réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi, Cécilia, répondis-je. En fait, j'en suis arrivé à des conclusions très intéressantes. Je suis contente de l'entendre. Alors, demain, on peut aller voir la résidence que nous avons choisie pour toi? Non, Cécilia. Demain, je ne peux pas. Ni demain, ni aucun autre jour. Il y eut un long silence. Antonio, ne joue pas avec nous. Ça va arriver, que tu le veuilles ou non. Ah oui? Dis-je, sentant une nouvelle force dans ma voix. Et comment exactement allez-vous m'y obliger? Tu sais bien, il existe des recours juridiques. Oui, on m'a parlé de recours juridiques. C'est intéressant que tu en parles, parce que moi aussi j'ai appris des choses à ce sujet. Autre silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, chère Cécilia, que je ne suis pas le vieux sans défense que vous croyez que je suis. Et je raccrochai, ressentant une satisfaction que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Les jours suivants furent les plus tranquilles que j'avais vécus depuis la mort de Regina. Pour la première fois depuis des mois, j'avais le contrôle sur ma vie, j'avais des options, j'avais du pouvoir. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment de but que j'avais oublié. J'ai décidé qu'il était temps d'aller voir l'hacienda que Regina m'avait laissée. J'ai engagé un taxi pour m'y emmener, parce que je voulais découvrir cet endroit avec tous mes sens, sans être distrait par la conduite sur des routes inconnues. Le trajet a duré 3 heures, en traversant des paysages qui devenaient de plus en plus verts et montagneux à mesure qu'on s'éloignait de la ville. L'air devenait plus pur, plus frais, et je sentais qu'à chaque kilomètre je m'éloignais non seulement de la ville, mais aussi des problèmes que représentaient Victor et Cécilia. Quand nous sommes arrivés à l'hacienda, mon cœur s'est arrêté un instant. Elle était plus belle que ce que j'avais imaginé. La maison coloniale se dressait au milieu d'une vallée verte, entourée d'arbres fruitiers et de jardins que quelqu'un avait entretenus avec soin. Les montagnes encadraient la propriété comme un tableau parfait, et le silence était si profond que je pouvais entendre le chant des oiseaux et le murmure d'un ruisseau proche. L'administrateur, un homme d'environ 50 ans nommé José, m'a accueilli avec un grand sourire. Don Antonio, m'a-t-il dit, quel honneur de vous rencontrer enfin. Doña Regina parlait souvent de vous quand elle venait surveiller la propriété.
Regina venait ici? Demandai-je surpris. Oui, monsieur. Tous les 3 mois, sans faute. Elle restait 2 ou 3 jours, inspectait tout, parlait avec les locataires, marchait dans les champs. Elle disait qu'un jour, vous viendriez vivre ici tous les deux à la retraite. Je ressentis un mélange de tristesse et d'admiration. Regina avait planifié notre avenir en secret, rêvant d'une retraite paisible dans ce paradis, pendant que moi je ne pensais qu'au quotidien. José me fit visiter toute la propriété. La maison avait 4 grandes chambres, une immense cuisine avec cheminée, un salon avec des baies vitrées donnant sur la vallée, et une bibliothèque remplie des livres que Regina avait collectionnés au fil des années. Dans le jardin, il y avait un banc en bois sous un chêne centenaire, et je pouvais parfaitement imaginer Regina assise là, en train de lire et de planifier notre avenir. Les locataires sont des gens bien, m'expliqua José pendant qu'on marchait dans les plantations. Des familles qui travaillent ces terres depuis des générations. Doña Regina a toujours été très juste avec eux, et ils la respectaient beaucoup. Et les revenus sont-ils stables? Demandai-je. Très stables, don Antonio, plus que suffisant pour entretenir la propriété et pour que vous viviez confortablement. Doña Regina s'en est assurée. Ce soir-là, en rentrant en ville, je me sentais comme un homme nouveau. J'avais une vraie option, un lieu où je pouvais être libre, où je pouvais vivre avec dignité et tranquillité. Regina m'avait offert non seulement une sécurité financière, mais aussi une échappatoire à la toxicité que ma propre famille avait apportée dans ma vie. En arrivant chez moi, je trouvai 3 messages sur le téléphone. Tous de Victor, chacun plus agressif que le précédent. Premier message. Papa, on doit parler. Appelle-moi quand tu arrives. Deuxième message. Papa, c'est ridicule. Tu ne peux pas nous éviter pour toujours. On doit régler ça. Troisième message. Papa, si tu ne m'appelles pas ce soir, demain on vient chez toi, que tu le veuilles ou non. J'ai effacé les messages sans rappeler. J'avais des choses plus importantes à faire. Le lendemain matin, de bonne heure, je suis allé au garage où se trouvaient les 3 voitures que Regina m'avait laissées. Le responsable, un vieux mécanicien nommé Juan, m'a accueilli avec respect et curiosité. Don Antonio, m'a-t-il dit, ces voitures sont des bijoux. Votre épouse les traitait comme de l'or. Il me montra les 3 véhicules. Une Ford Mustang de 1967 en parfait état, une Chevrolet Camaro bleu métallisé de 1969, et une Volkswagen Beetle de 1963 complètement restaurée. Toutes brillaient comme neuves. Et quand Juan a démarré le moteur de la Mustang, le rugissement m'a rempli d'une émotion que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je peux en conduire une? Demandai-je. Bien sûr, don Antonio. Elles sont à vous. Je suis monté dans la Mustang pour la première fois depuis des décennies. J'ai ressenti la liberté pure de conduire une voiture puissante sur des routes ouvertes. Le vent sur mon visage, le rugissement du moteur, cette sensation de puissance et de contrôle était enivrante. En rentrant chez moi cet après-midi-là, Victor et Cecilia m'attendaient devant la porte. Leur visage montrait un mélange d'inquiétude et d'irritation. « Où étais-tu » me demanda Victor sèchement. « On attend depuis 2 heures. » Je réglais des affaires, répondis-je calmement en descendant de la Mustang. Cecilia regarda la voiture avec de grands yeux. « D'où vient cette voiture ?»« Elle est à moi, répondis-je simplement, en savourant leur surprise. « À toi » demanda Victor. « Papa, cette voiture vaut une fortune. »« D'où vient cet argent ?»« Ce n'est pas ton problème, mon fils. » Nous sommes entrés dans la maison et ils se sont assis dans le salon sans que je les y invite. Cecilia continua à me regarder avec méfiance, comme si elle avait découvert quelque chose qui ne lui plaisait pas. « Papa » dit Victor en essayant de paraître patient. « On est très inquiet. Tu ne réponds pas à nos appels, tu disparais toute la journée, tu réapparais avec des voitures de luxe. Qu'est-ce qui se passe ?»« Je vis ma vie, répondis-je. »« C'est si étrange que ça ?» ?»« Oui, c'est étrange, dit brusquement Cecilia. La semaine dernière, tu étais un vieux déprimé incapable de s'occuper de lui-même, et maintenant tu agis comme un millionnaire. Quelle observatrice tu fais, Cecilia. Victor se pencha en avant avec cette expression qu'il avait enfant quand il essayait de résoudre un casse-tête. Papa, tu as de l'argent qu'on ne connaît pas? La question directe resta en l'air comme une lame. C'était le moment de vérité. Et si c'était le cas? Demandai-je.
Est-ce que ça changerait quelque chose? Bien sûr que ça changerait tout, explosa Cécilia. Si tu as de l'argent, tu n'as pas besoin d'aller dans une résidence. Tu peux engager des soignants, tu peux. Je peux faire ce que je veux, la coupai-je fermement. Victor et Cécilia se regardèrent avec cette complicité que je connaissais trop bien. Papa, dit Victor lentement. Si maman t'a laissé de l'argent, on a le droit de le savoir. On est une famille. Ah oui? Demandai-je. Une famille. La même famille qui voulait m'enfermer dans un asile la semaine dernière? La même famille qui disait que j'étais un vieux inutile, incapable de se prendre en charge? On n'a pas dit ça, protesta Victor. Non. Laisse-moi te rappeler tes mots exacts. Cette maison est trop grande pour toi tout seul. Tu n'es plus si jeune. Vivre seul peut être dangereux. Tu es maigre, négligé. Tu ne peux pas continuer comme ça. Victor devint rouge. On s'inquiétait pour toi. Non, mon fils. Vous vous inquiétiez pour vous-même, pour votre tranquillité, pour ne pas avoir à vous occuper de moi, pour vous débarrasser du poids que représentait votre vieux père pauvre. Ce n'est pas vrai, murmura Victor, sans me regarder dans les yeux. Ce n'est pas vrai? Je me suis levé et suis allé vers la fenêtre. Victor, ça fait 3 mois que ta mère est morte, et c'est la 3e fois que tu viens me voir. 3 fois en 3 mois. Et les 3 fois, tu es venu pour me dire ce que je dois faire de ma vie. C'est drôle, quand vous pensiez que j'étais un vieux pauvre, j'étais un problème à régler. Mais maintenant que vous soupçonnez que j'ai de l'argent, soudainement je redeviens un membre de la famille. Cécilia se leva brusquement. Antonio, ne sois pas injuste. On s'est toujours préoccupé de toi. Vous vous êtes préoccupé de moi? Je me suis retourné pour les regarder. Est-ce que vous m'avez déjà demandé comment je me sentais vraiment? Vous êtes-vous déjà assis avec moi pour parler de Regina? M'avez-vous déjà offert simplement votre présence sans arrière-pensée? Le silence qui suivit en dit plus qu'aucune réponse. Où est l'argent, papa? Demanda directement Cécilia, abandonnant toute façade affectueuse. Ah, dis-je en souriant. Voilà la vraie Cécilia, celle qui ne peut plus faire semblant. On a le droit de savoir, insista Victor. S'il y a un héritage, j'ai des droits en tant que fils. Des droits? Répétai-je, comme si le mot était du poison. Quel droit as-tu sur la vie de ton père, Victor? Les droits que me donne la loi, répondit Victor avec une dureté que je ne lui connaissais pas. Si maman a laissé des biens, en tant que fils, j'ai droit à une part. Je le regardais en silence, en réalisant la transformation totale de mon fils. Le petit garçon que j'avais élevé, porté sur mes épaules, à qui j'avais appris à faire du vélo, était devenu un étranger qui me parlait de loi et de droit comme si j'étais son ennemi. Victor, dis-je doucement. Tu veux vraiment parler de droit? Oui, papa, parlons de droit. Parfait. Je m'assis en face d'eux avec un calme qui me surprenait moi-même. Parlons de mes droits. Mon droit de vivre dans ma propre maison. Mon droit de prendre mes propres décisions. Mon droit de ne pas être menacé par ma propre famille. Personne ne t'a menacé, murmura Cécilia. Non. Vous ne m'avez pas dit que vous aviez des recours juridiques pour m'obliger à aller dans une résidence? Vous ne m'avez pas dit que cela allait se faire, que je le veuille ou non? Victor se tortilla, mal à l'aise, sur son siège. On essayait de te protéger. Me protéger de quoi? De ma propre vie? De mes propres souvenirs? De la maison que j'ai construite avec ma femme? De toi-même, dit Cécilia froidement. De ta dépression, de ton isolement, de ton refus d'accepter la réalité. Et quelle est ma réalité selon vous? Que tu es un vieux, seul, qui a besoin de soins, répondit Victor, que tu ne peux plus te débrouiller tout seul. Je me suis levé lentement et je suis allé jusqu'au buffet où Regina rangeait nos albums photos. J'en ai sorti un et je l'ai posé sur la table basse. Vous voulez voir la réalité? Demandai-je en ouvrant l'album. Voici la réalité. Je leur ai montré des photos de Victor bébé. Moi le portant dans mes bras après avoir travaillé 12 heures à l'usine. Regina souriante pendant que je lui apprenais à marcher. Des Noëls où Regina et moi avions dépensé nos derniers pesos en jouets pour lui. Voilà la réalité. Je continuais à tourner les pages. Un homme qui a travaillé toute sa vie pour donner le meilleur à sa famille.
Une femme qui s'est sacrifiée chaque jour pour créer un foyer plein d'amour. Des parents qui pensaient que leur fils les aimerait et les respecterait en vieillissant. Victor regardait les photos avec un air gêné. Cécilia les observait froidement, comme si c'était des photos d'étrangers. « Papa, le passé est le passé », dit Victor. « Il faut parler du présent. » Le présent. Je refermai brutalement l'album. Le présent, c'est que vous voulez me voler ma liberté, et maintenant vous voulez aussi me voler mon argent. On ne veut rien te voler, cria Victor en se levant. On veut prendre soin de toi. Un mensonge. Criai-je à mon tour, sentant des décennies de frustration sortir enfin. Vous voulez vous débarrasser de moi. Vous voulez m'enfermer pour ne plus avoir à me voir, pour ne plus avoir à vous occuper de moi, pour pouvoir m'oublier. Ce n'est pas vrai, murmura Victor, mais sa voix n'avait plus aucune conviction. Ce n'est pas vrai? Alors explique-moi quelque chose, mon fils. Si vous vous souciez vraiment de moi, pourquoi en 3 mois vous ne m'avez jamais invité une seule fois chez vous? Pourquoi vous ne m'avez jamais appelé pour me demander comment je vais? Pourquoi la seule fois où vous venez ici, c'est pour me dire que je dois partir? Cécilia se leva brusquement. Parce que c'est impossible de discuter avec toi. Parce que tu es un vieux têtu qui vit dans le passé. Parce que chaque conversation avec toi finit en drame et en larmes. Cécilia, je la regardai droit dans les yeux. Tu sais quelle est la différence entre toi et Regina? Ne me compare pas à Regina. Regina m'aimait. Regina me respectait. Regina comprenait que l'amour, ce n'est pas contrôler l'autre personne, c'est la soutenir. Regina est morte, dit Cécilia avec cruauté, et tu dois l'accepter et passer à autre chose. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Sortez de chez moi, dis-je d'une voix dangereusement calme. Quoi? Demanda Cécilia. Sortez de chez moi, maintenant. Papa, commença Victor. Toi aussi, Victor. Sors de chez moi et ne reviens pas tant que tu ne pourras pas me parler avec respect. Tu ne peux pas nous mettre dehors, dit Cécilia avec défi. Nous sommes ta famille. Famille? Je riais amèrement. La famille ne menace pas. La famille ne fait pas de chantage. La famille ne cherche pas à voler la liberté de ses proches. On ne partira pas tant que tu ne nous diras pas où est l'argent. Cria Cécilia. Ah, dis-je en souriant. Enfin, le masque est complètement tombé. Tu ne fais même plus semblant de t'inquiéter pour moi. Tu veux juste l'argent. Victor se mit entre nous, essayant de calmer la situation. Papa, Cécilia a raison. On a le droit de savoir s'il y a un héritage. C'est notre droit légal. Vous savez quoi? Je suis allé vers le téléphone. Parlons de droits légaux. J'ai composé le numéro de Don Luis. L'avocat répondit à la deuxième sonnerie. Don Luis, c'est Antonio. Désolé de vous déranger, mais j'ai mon fils et sa femme ici, et ils sont très intéressés par leurs droits légaux sur les biens que Regina m'a laissés. Pourriez-vous leur expliquer exactement quels sont ces droits? Je mis le téléphone en haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. Bien sûr, Antonio, répondit Don Luis d'une voix professionnelle. Les biens que Regina a laissés sont entièrement à votre nom. Elle les a hérités de sa famille avant le mariage et les a conservés comme biens séparés. Légalement, votre fils n'a aucun droit sur ces biens. Le visage de Victor devint pâle. Cécilia serra les poings. Mais Don Luis, dit Victor en s'approchant du téléphone. La légitime, ça n'existe pas? Je n'ai pas de droit en tant que fils? La légitime s'applique uniquement aux biens acquis pendant le mariage ou qui appartenaient au défunt avant, expliqua l'avocat. Ces biens spécifiques étaient la propriété exclusive de Regina avant le mariage et elle avait le droit absolu de les léguer à qui elle voulait. Dans ce cas, elle a choisi de tout léguer à son époux. Et si on lançait une procédure légale, demanda Cécilia de façon agressive. Madame, répondit Don Luis froidement. Toute action en justice serait immédiatement rejetée. Les documents sont parfaitement en règle, et Regina a agi dans le cadre de ses droits. De plus, je dois vous avertir que tenter une action sans fondement pourrait entraîner des sanctions légales contre vous. Je raccrochai et me tournai vers Victor et Cécilia. Leur visage montrait un mélange de choc, de rage et de défaite. Vous voulez savoir autre chose sur vos droits légaux? Demandai-je avec sarcasme. Cécilia se mit à marcher en rond, clairement furieuse.
C'est ridicule. Nous sommes sa famille. Il ne peut pas nous laisser sans rien. Sans rien? Je la regardais, incrédule. Cécilia, vous avez des emplois, vous avez votre propre maison, vos propres vies. Qu'est-ce que je vous enlève exactement? Tu nous enlèves ce qui nous revient, cria-t-elle. Ce qui vous revient? Et c'est quoi, exactement? L'argent que Regina a économisé en secret pendant des décennies? L'héritage qu'elle a reçu de sa famille? Les fruits du travail et des sacrifices d'une femme que vous ne visitiez presque jamais? Victor s'assit lourdement sur le canapé, la tête entre les mains. Je ne peux pas croire que maman ait fait ça. Quoi? Fait quoi? M'avoir aimé assez pour assurer mon avenir? Avoir été assez sage pour me protéger de ça? Exactement, dis-je en les désignant du doigt. Regina connaissait mieux son fils que moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Victor en levant la tête. Je veux dire qu'elle savait que le jour où je serais vieux et vulnérable, tu ne serais pas là pour me soutenir. Tu serais là pour essayer de me contrôler et de me prendre ce qui me reste. Ce n'est pas vrai, murmura Victor. Mais il n'y avait plus de force dans sa voix. Pas vrai, Victor? Regarde-toi. Regarde-toi maintenant. Ta mère est morte depuis 3 mois. Ton père est seul et en deuil, et tout ce qui t'importe, c'est l'argent que tu pourrais hériter. Des larmes commencèrent à couler sur mes joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération, de reconnaissance, d'acceptation de ce que mon fils était devenu. Vous savez quoi? Dis-je en m'essuyant les larmes. Vous avez raison sur un point, cette conversation doit se terminer. Mais elle ne va pas se terminer comme vous le pensez. Je suis allé vers l'armoire du couloir et j'en ai sorti 2 valises que Regina et moi utilisions pour nos rares voyages. Je les ai posées sur la table basse devant Victor et Cécilia. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Victor avec nervosité. Je prends la décision que vous vouliez que je prenne, répondis-je en ouvrant les valises. Je quitte cette maison. Cécilia s'anima immédiatement. Parfait. On peut donc avancer avec les plans pour la résidence. Non, répondis-je sans la regarder, en commençant à ranger quelques photos de Regina. Je ne vais dans aucune résidence. Alors tu vas où? Demanda Victor. À mon hacienda. Le silence qui suivit fut total. Victor et Cécilia se regardèrent comme si j'avais dit que je partais sur la lune. Ton hacienda? Répéta Cécilia lentement. Oui, mon hacienda. 50 hectares dans les montagnes, avec une maison coloniale, des écuries. Et des terres qui génèrent des revenus mensuels suffisants pour vivre comme un roi. Victor se leva brusquement. De quoi tu parles? Je parle de l'héritage que Regina m'a laissé. L'héritage que vous étiez si pressé de découvrir. Je continuais à faire ma valise, en savourant l'expression de choc sur leur visage. Une hacienda valant des millions de dollars? 3 voitures classiques qui valent une fortune. Et un compte bancaire qui me permettra de vivre confortablement le reste de ma vie. C'est impossible! Cria Cécilia. Regina n'avait pas cet argent. Regina avait beaucoup de choses que vous ne saviez pas, répondis-je calmement. Y compris la sagesse de les garder secrètes. Je pris le portrait de mariage de Regina et l'enveloppai soigneusement dans une serviette. Vous savez pourquoi Regina a gardé tout ça secret? Parce qu'elle m'a dit d'attendre de voir comment vous me traiteriez si vous croyiez que je n'avais rien. Papa, dit Victor d'une voix tremblante, tu ne peux pas partir comme ça. Nous sommes ta famille. Famille. Je me suis arrêté et je l'ai regardé droit dans les yeux. Victor, il y a une demi-heure tu me menaçais avec des recours légaux pour m'enfermer dans une maison de retraite. Il y a 10 minutes, ta femme me criait dessus en exigeant mon argent. C'est ça, la famille? Nous étions confus, murmura Victor. Nous ne comprenions pas la situation. Confus? Je riais amèrement. Ou bien vous avez montré votre vraie nature quand vous pensiez avoir du pouvoir sur moi. Cécilia commença à faire les 100 pas dans le salon, visiblement désespérée. Antonio, tu ne peux pas prendre des décisions comme ça sur un coup de tête. Tu dois bien y réfléchir. J'ai eu toute une semaine pour y réfléchir, Cécilia. Une semaine depuis que vous m'avez donné votre ultimatum. Mais c'était différent. Cria-t-elle. Nous ne savions pas que tu avais de l'argent. Exactement. Ai-je crié à mon tour. C'est justement ça,
le problème. Quand vous pensiez que j'étais un vieux pauvre et sans défense, vous vouliez vous débarrasser de moi. Et maintenant que vous savez que j'ai de l'argent, tout à coup vous voulez me protéger. Victor s'approcha de moi avec les bras tendus, comme quand il était petit et qu'il avait fait une bêtise. Papa, s'il te plaît, est-ce qu'on peut repartir de zéro? Est-ce qu'on peut oublier tout ce qui s'est passé? Oublier? Je le regardais avec tristesse. Victor, comment pourrais-je oublier que mon propre fils voulait m'enfermer contre ma volonté? Comment oublier que tu m'as traité comme un incompétent? Comment oublier que tu m'as parlé comme si j'étais un poids? C'était une erreur, murmura-t-il. Nous étions inquiets, mais on s'y est mal pris. Ce n'était pas une erreur, mon fils. C'était une révélation. C'était le vrai toi, quand tu croyais que personne ne te regardait. Je continuais à faire ma valise, ne mettant que l'essentiel. Quelques vêtements, les photos les plus importantes de Regina, quelques livres qu'elle adorait, et l'alliance que j'avais gardée dans une petite boîte. Et cette maison, qu'est-ce qu'elle va devenir? Demanda Cécilia, en regardant autour comme si elle en évaluait la valeur. Cette maison va rester telle qu'elle, répondis-je, fermée et silencieuse, en attendant que je décide quoi en faire. Mais c'est du gâchis, protesta-t-elle. Tu pourrais la vendre, la louer, en faire quelque chose d'utile. Cécilia, je la regardais avec un mélange de pitié et de dégoût. Même maintenant, même quand je pars, la seule chose à laquelle tu penses, c'est l'argent. C'est juste du bon sens, répliqua-t-elle. Tu ne peux pas laisser une maison vide. Je peux faire ce que je veux de ma maison. C'est un autre de ces droits qu'ont les adultes responsables. Je fermai les valises et les posai près de la porte. Puis j'allai au téléphone et appelai Juan, le garagiste. Juan, c'est Antonio. Tu pourrais m'amener la Mustang à la maison? Oui, tout de suite. Je vais en avoir besoin pour un voyage. Quand j'ai raccroché, Victor et Cécilia me regardaient comme si j'avais perdu la tête. Tu vas conduire jusque là-bas? Demanda Victor. Papa, tu es trop vieux pour faire de longs trajets. Trop vieux? Je souris ironiquement. Il y a une semaine, j'étais trop vieux pour vivre seul. Et maintenant je suis trop vieux pour conduire. Est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle je ne suis pas trop vieux selon vous? On ne veut pas que tu te blesses, murmura Cécilia, mais sa voix sonnait creux. Vous ne voulez pas que je me blesse, Cécilia? Le mal est déjà fait. Vous m'avez blessé quand vous avez essayé de me priver de ma liberté. Vous m'avez blessé quand vous m'avez parlé comme si j'étais incapable. Vous m'avez blessé quand vous avez réduit 40 ans de mariage avec Regina à des vieilles choses. Le rugissement de la Mustang se fit entendre dehors. Juan était arrivé. Voilà mon moyen de transport, dis-je en prenant mes valises. Victor se mit devant la porte. Papa, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. On peut arranger les choses. Arranger quoi, Victor? Ton manque de respect pour ton père? Ta cupidité pour de l'argent qui ne t'appartient pas? Ta volonté de m'enfermer comme un criminel? On n'a jamais voulu te faire du mal, cria-t-il les larmes aux yeux. Mais vous l'avez fait, dis-je doucement. Et le pire, c'est que vous ne l'avez même pas regretté jusqu'à ce que vous découvriez que j'ai de l'argent. Cécilia s'approcha avec un sourire faux, celui que j'avais appris à reconnaître et à détester. Antonio, soyons adultes, tout le monde fait des erreurs. On peut passer à autre chose. Tu sais quoi, Cécilia? Tu as raison. Tout le monde fait des erreurs. La mienne, c'était de ne pas voir plus tôt qui tu étais vraiment. Juan sonna à la porte, et j'allais ouvrir. C'était un homme honnête, avec des mains calleuses et un sourire sincère. Exactement le genre de personne que j'avais appris à apprécier après des décennies de dur labeur. Don Antonio, me dit-il, voici votre voiture. Vous avez besoin que je vous accompagne quelque part? Non, Juan, je vais juste rentrer à la maison. À la maison? Demanda Victor, confus. Oui, répondis-je pendant que Juan m'aidait à mettre les valises dans la Mustang. Chez moi, là où je peux vivre avec dignité, avec respect, avec paix. Je m'assis sur le siège conducteur et démarrai le moteur. Le rugissement du V8 me donna un sentiment de puissance et de liberté que je n'avais pas ressenti depuis des années. « Papa, tu ne peux pas partir comme ça !» cria Victor depuis le trottoir. Je baissai la vitre et le regardai une dernière fois. « Victor, quand tu décideras que tu veux avoir un père au lieu d'une victime à contrôler, tu sauras où me trouver. » Mais on ne sait pas où te trouver.
cria Cecilia. On ne sait même pas où est cette hacienda. Ne vous inquiétez pas, répondis-je avec un sourire. Si vous vous préoccupiez vraiment de moi, vous trouveriez un moyen de me contacter. Tu ne peux pas nous faire ça, cria Cecilia désespérément. Faire quoi? Vivre ma vie, prendre mes propres décisions, utiliser mon argent comme je le veux? Je mis la voiture en marche arrière et commençai à sortir du garage. Dans le rétroviseur, je vis Victor et Cecilia debout sur le trottoir me regardant partir. Victor avait les larmes aux yeux, mais Cecilia n'avait que de la rage dans son regard. En conduisant dans les rues du quartier où j'avais vécu pendant des décennies, je ressentis un mélange de tristesse et de libération. Tristesse pour la famille que j'avais perdue. Libération pour la toxicité dont je m'étais échappé. Au feu rouge de l'avenue principale, je m'arrêtai et regardai une dernière fois en arrière. Je pouvais voir ma maison au loin, la maison où Regina et moi avions été heureux, où nous avions élevé notre fils, où nous avions rêvé de vieillir ensemble. Mais Regina n'était plus là et Victor était devenu un étranger. Il était temps de commencer le dernier chapitre de ma vie à mes conditions. J'appuyai sur l'accélérateur et me dirigeai vers les montagnes, vers mon hacienda, vers ma liberté. Le voyage jusqu'à l'hacienda fut le plus libérateur de ma vie. À chaque kilomètre parcouru, je sentais le poids des derniers mois tomber de mes épaules. La Mustang rugissait dans les routes de montagne, le vent frappait mon visage, et pour la première fois depuis la mort de Regina, je me sentais vraiment vivant. Quand j'arrivai à l'hacienda, il faisait déjà nuit, mais José m'attendait avec toutes les lumières de la maison allumées. « Don Antonio », me dit-il avec un large sourire, « bienvenue chez vous. » Chez vous. Ces mots résonnèrent dans mon cœur d'une manière que je n'avais pas prévue. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un me souhaitait la bienvenue sans intérêt caché, sans attente, sans manipulation. Les premiers jours à l'hacienda furent purement réparateurs. Je me levais chaque matin au son des oiseaux, je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse en regardant la vallée verte qui s'étendait jusqu'aux montagnes, et je passais mes après-midi à marcher sur ma propriété, découvrant chaque coin que Regina avait entretenu en secret pendant des années. Le 4e jour, je trouvai quelque chose qui me brisa le cœur et me remplit de paix en même temps. Dans la bibliothèque, entre les livres que Regina avait collectionnés, je trouvai un journal écrit de sa main. Sur la première page, elle avait écrit « Pour Antonio, pour quand il rentrera à la maison ». Les pages étaient remplies de ses pensées sur l'hacienda, ses plans pour notre futur, ses observations sur la nature, et dans les dernières pages, ses réflexions sur Victor. Antonio, avait-elle écrit, j'ai observé notre fils et ça me brise le cœur. Il devient quelqu'un que je ne reconnais plus. Cecilia le change, elle le rend ambitieux et froid. J'ai peur du jour où nous ne serons plus là et qu'il devra choisir quel genre d'homme il veut être. Dans une autre note, datée de seulement 2 mois avant sa mort, Regina avait écrit, « Aujourd'hui, Victor m'a demandé combien valait cette maison. Il ne m'a pas demandé comment je me sentais. Il ne m'a pas demandé si j'avais besoin de quelque chose. Il voulait juste savoir la valeur de la propriété. Antonio, mon amour, j'espère me tromper, mais je crois que notre fils nous voit comme un investissement, pas comme ses parents. » J'ai pleuré en lisant ces mots, mais j'ai aussi ressenti une immense gratitude envers Regina. Sa sagesse avait été mon salut. Une semaine après mon arrivée à l'hacienda, je reçus le premier appel de Victor. José m'apporta le téléphone jusqu'à la terrasse où je lisais. « Papa », dit Victor d'une voix fatiguée. « Je t'ai cherché partout. »« Pourquoi » demandai-je sans émotion. « Pour m'excuser, pour essayer de réparer les choses entre nous. »« Et qu'est-ce qui a changé, Victor ? Pourquoi maintenant tu veux arranger les choses ?» Il y eut une longue pause. « Parce que j'ai eu le temps de réfléchir. Parce que je me suis rendu compte que ce qu'on a fait était mal. » « Tu t'en es rendu compte tout seul ou quelqu'un t'a aidé ? » Encore une pause. « Je suis allé voir le docteur Ramirez, le médecin de maman. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et il m'a aidé à comprendre certaines choses. » Et quelles choses ? Que le deuil n'a pas de date de fin. Que vouloir contrôler quelqu'un, ce n'est pas de l'amour. Quoi, papa ? Sa voix se brisa. Que j'ai été un mauvais fils. Je sentis un pincement au cœur, mais je ne cédai pas. Et Cecilia ? Elle aussi a eu ses révélations ? Cecilia et moi, on divorce, dit-il à voix basse. Cette nouvelle me surprit. Pourquoi ? Parce que quand je lui ai dit que je voulais te chercher pour m'excuser, elle m'a dit que c'était une perte de temps.
Elle m'a dit que si tu avais de l'argent et que tu ne voulais pas le partager, c'était ton problème. C'est là que je me suis rendu compte que je m'étais marié avec quelqu'un qui n'avait pas de cœur. Victor, dis-je doucement. Je suis désolé d'apprendre ton divorce. Ne sois pas désolé, papa. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Ça m'a aidé à voir les choses plus clairement. On resta en silence un moment. Puis Victor demanda. Est-ce que je peux venir te voir? Est-ce que je peux découvrir ton hacienda? Pourquoi tu veux venir, Victor? Pour découvrir l'endroit où vivait le cœur de maman. Pour comprendre pourquoi elle aimait autant cet endroit. Pour passer du temps avec toi, sans attente, sans pression, sans arrière-pensée. Sa voix sonnait différente, plus humble, plus sincère, mais j'avais appris à me méfier. Victor, si tu viens ici, ce sera à une condition. Celle que tu veux, papa. Qu'on ne parle pas d'argent, ni d'héritage, ni de testament, ni de rien de matériel. Si tu viens, c'est juste pour être mon fils. J'accepte cette condition, répondit-il aussitôt. Tu es sûr? Parce que si tu viens et que tu recommences avec les mêmes attitudes qu'avant, tu repartiras immédiatement. Je suis sûr, papa. Je veux juste retrouver mon père. Une semaine plus tard, Victor arriva à l'hacienda. Quand il descendit de sa voiture, je vis qu'il avait maigri, qu'il avait des cernes, qu'il paraissait plus vieux. Les derniers mois avaient été durs pour lui aussi. On se salua avec une accolade maladroite, mais c'était un début. Les premiers jours furent tendus. Victor et moi marchions sur la propriété, on parlait de choses banales, on mangeait ensemble en silence. Petit à petit, pourtant, quelque chose commença à changer. Un après-midi, alors qu'on était assis sur le banc sous le vieux chêne, Victor me demanda. « Maman venait souvent ici ?»« Tous les 3 mois, répondis-je. José m'a dit qu'elle restait 2 ou 3 jours à chaque fois et qu'elle ne t'a jamais rien dit. » Rien. Elle a tout gardé secret. Victor se tut un instant. « Papa, tu peux me raconter les derniers jours de maman? Ce que vous avez dit, ces derniers mots? » C'était la première fois que Victor me posait une question personnelle, émotionnelle, depuis la mort de Regina. Je lui racontais ces derniers jours, ses mots d'amour, comment elle avait tout préparé pour me protéger. Victor pleura en écoutant le récit. C'étaient des larmes sincères, des larmes de regret et de douleur. « Papa, me dit-il en sanglotant, j'ai été un idiot. Maman savait que j'allais te décevoir, et je l'ai fait exactement comme elle le craignait. Victor, on fait tous des erreurs. Ce n'étaient pas des erreurs, papa. C'étaient des choix délibérés. J'ai décidé que tu étais un poids. J'ai décidé que mon confort était plus important que ton bien-être. J'ai décidé de te traiter comme un problème au lieu de te traiter comme mon père. » Pendant les jours qui suivirent, Victor commença à redevenir l'homme qu'il était avant de se marier avec Cecilia. Il aidait aux tâches de l'hacienda, posait des questions sur Regina, partageait des souvenirs de son enfance. Lentement, très lentement, je recommençais à voir des traces du vrai Victor. Un soir, pendant qu'on dînait sur la terrasse sous les étoiles, Victor me dit. « Papa, j'ai une confession à te faire. » Dis-moi. Quand maman était à l'hôpital, elle m'a dit quelque chose que je ne t'ai pas répété. Mon cœur s'accéléra. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit de prendre soin de toi. De ne pas te laisser seul. D'être le fils qu'elle savait que je pouvais être. Victor s'essuya une larme. Elle m'a dit que tu étais l'homme le plus bon qu'elle ait connu, et que tu méritais d'être aimé et respecté jusqu'à la fin de ta vie. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que c'était plus facile de penser que tu étais un poids que d'accepter que c'était ma responsabilité de prendre soin de toi avec amour. Cette nuit-là, on parla jusqu'à l'aube. Victor me raconta ses problèmes de couple, les pressions de Cecilia, comment il s'était perdu. Moi, je lui racontais ma solitude, mes peurs, ce que j'avais ressenti quand il m'avait menacé de me mettre dans un asile. Quand le soleil se leva, je sentis que j'avais retrouvé mon fils. Victor resta 2 semaines à l'hacienda. Quand arriva le moment de partir, on savait tous les deux qu'un changement fondamental s'était produit entre nous. « Je peux revenir le mois prochain ?» demanda-t-il avant de monter dans sa voiture. « Tu peux venir quand tu veux » répondis-je. « Cette maison sera toujours aussi la tienne. » Les mois suivants furent les plus heureux que j'avais vécus depuis la mort de Regina. Victor venait me voir chaque mois. Parfois il restait plusieurs semaines.
On travaillait ensemble à l'hacienda, on cuisinait, on parlait de Regina, on se souvenait des bons moments. Je commençais aussi à m'impliquer dans la communauté locale. J'aidais à mettre en place un programme pour les hommes âgés qui avaient perdu leur épouse. Je partageais mon histoire. Je leur parlais de l'importance de garder sa dignité, de ne pas laisser les autres décider pour eux. Un jour, un homme de 70 ans me dit: « Don Antonio, vous m'avez inspiré à ne pas aller dans la maison de retraite que ma famille avait choisie pour moi. Maintenant je vis dans un petit appartement, mais il est à moi, et je suis heureux. » C'est à ce moment-là que j'ai compris le vrai cadeau que Regina m'avait laissé. Ce n'était pas seulement de l'argent ou des biens. C'était la possibilité de vivre avec dignité, d'inspirer les autres, de montrer que l'âge ne veut pas dire incompétence. Aujourd'hui, 2 ans après mon arrivée à l'hacienda, je peux dire que je suis un homme accompli. J'ai une belle relation avec Victor, qui est devenu le fils que Regina savait qu'il pouvait être. J'ai une vie pleine, entourée par la nature, de bonnes personnes, et un vrai sens à ma vie. Chaque matin, je me lève reconnaissant envers Regina pour sa sagesse, son amour, et sa protection qui continue de me bénir chaque jour. Et quand d'autres hommes âgés me demandent comment j'ai retrouvé ma liberté, je leur dis: ne laissez jamais quelqu'un vous faire sentir comme un poids. Vous avez le droit de vivre avec dignité jusqu'au dernier jour de votre vie. Et si quelqu'un vous aime vraiment, il vous soutiendra dans cette dignité au lieu de vous la voler. C'est la leçon que Regina m'a apprise depuis l'au-delà. Le vrai amour libère, il ne contrôle pas. Et heureusement, je n'ai pas parlé de mon héritage à mon fils quand il ne le méritait pas. Parce qu'au final, cette décision m'a sauvé la vie.